cela donc devient un enjeu vital pour l'humanité. Et de ce point de vue, il y a la question de la préservation de l'environnement, notamment les deux poumons forestiers qui donnent la vie à l'humanité. Il y a la forêt amazonienne au niveau de l'Amérique du Sud, au Brésil particulièrement, et puis il y a la forêt du bassin du Congo au niveau de l'Afrique centrale. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Amazonie subit d'importantes dégradations et il reste à l'humanité la nécessité de pouvoir préserver, par exemple, le bassin du Congo. Parce que ici, il y a l'enjeu environnemental. Parce que c'est par les mécanismes de ces forêts que nous avons, d'un côté, le rejet du dioxyde de carbone par les humains, l'absorption de ce dioxyde de carbone par les plantes, par le couvert végétal. Et puis, il y a l'absorption de l'oxygène par l'humanité, par des humains, des êtres vivants. Donc, de ce point de vue, la préservation de nos forêts est donc d'une importance capitale. Il y a aussi l'enjeu économique. Vous savez, l'enjeu économique, les grandes forêts procurent à l'humanité quand même certaines ressources. Et là-dedans, on entre dans l'enjeu pharmaceutique. L'enjeu pharmaceutique, c'est par le biais des essences forestières qu'on retire certaines molécules qui entrent dans la fabrication des médicaments. Donc, de ce point de vue, on peut aller comme ça en étalant les différents enjeux qui sont importants pour pouvoir préserver l'environnement, l'enjeu économique, l'enjeu pharmaceutique, l'enjeu même vital à partir de la préservation des mécanismes de respiration, d'un côté l'échange entre le dioxyde de carbone et de l'autre avec l'oxygène. Donc aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2022, l'humanité est consciente de l'importance de préserver l'environnement. Vous l'avez dit, c'est un enjeu vital plus que capital. Et dans cette politique de préservation de la vie sur Terre, le Gabon joue un rôle prépondérant depuis quelques années maintenant, à la faveur justement de cette trajectoire prise par le feu président Omar Bongo Ondimba, qui a donc fait en sorte que le Gabon entre dans le concert des nations en tant que pays leader en termes de préservation de l'environnement, en consacrant plus de 10% du territoire national, en créant des aires protégées sur l'ensemble du territoire dans les 9 provinces du Gabon, en mettant en place une législation favorable justement à la protection de l'environnement, en créant des outils qui permettent justement de pouvoir faire en sorte que la politique de préservation de l'environnement, de la biodiversité au Gabon soit efficace. Jonathan Totumkom, cette politique a été poursuivie par son successeur Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, la voix du Gabon est une voix qui compte et qui porte à l'échelle mondiale. Non, mais je pense que le leadership occupé par le Gabon dans la préservation de l'environnement n'est plus à démontrer. À partir du moment où vous identifiez les éléments, notamment la création des parcs nationaux par Feu Omar Bongo Ondimba, les 9 parcs nationaux, consacrant donc 10% du territoire gabonais à ces parcs nationaux. Mais en plus, cette politique est poursuivie par le président Ali Bongo Ondimba, qui véritablement assure le leadership de cette question au niveau des pays d'Afrique et partant au niveau du monde entier. Donc, et je pense qu'à partir du moment où, à un moment donné, le président Sarkozy à l'époque avait rendu visite au président Omar Bongo et avait insisté au niveau de la tribune des Nations Unies à ce que tous les pays qui font des efforts dans la lutte contre la destruction de l'environnement, que ces pays soient reconnus, non seulement au niveau du monde entier, notamment par le biais diplomatique, mais aussi par le biais scientifique et en même temps, même sur le plan financier, il faut que ces pays soient rétribués. Ça avait été ça la position de Nicolas Sarkozy. Cette position n'a pas du tout changé parce que il se trouve que aujourd'hui, les pays pollueurs hésitent à mettre la main dans la poche, alors que les pays africains, par exemple, sont ceux-là qui sont beaucoup plus impactés, alors qu'ils ne contribuent qu'à hauteur de 3% pour la pollution dans le monde. Donc, vous comprenez, donc, la position du Gabon aujourd'hui est celle que nous souhaitons qu'elle soit, c'est-à-dire cette position de leadership, à commencer par celle prise par le président Omar Bongo et poursuivie aujourd'hui par Ali Bongo Ondimba. Et de ce point de vue, je pense que le Gabon
commence à recueillir les fruits de ce leadership. Pour rester justement sur ces enjeux économiques que représente justement la politique de préservation de la biodiversité pour lutter contre les changements climatiques sur le continent africain, vous avez parlé évidemment du continent africain qui émet des gaz à effet de serre à hauteur seulement de 3-4% à l'échelle mondiale. Oui. Aujourd'hui, les Nations Unies et les pays développés accompagnent les pays africains qui sont les moins pollueurs à hauteur de 100 milliards de dollars. Lors de cette COP27, le président sénégalais Macky Sall, que le président en exercice de l'Union africaine, a rappelé justement aux pays développés qu'il fallait que ces 100 milliards de dollars soient revus à la hausse. C'est normal, selon vous? Oui, c'est normal, puisque la vie n'a pas de prix. Ce que les Occidentaux ont détruit, il faut contribuer à ce que cela soit préservé par d'autres pays, notamment les pays africains. Et de ce point de vue, je pense que les 100 millions de dollars, 100 milliards de dollars n'ont pas d'ailleurs été payés totalement. Il y a des pays qui hésitent à mettre dans la poche, notamment des pays industrialisés, les pays du G7. Et de ce point de vue, nous avons suivi l'adresse du président sénégalais Macky Sall, qui est le président en exercice de l'Union africaine et qui a donc fait un discours qui a fait date. Mais en tout cas, la position de l'Organisation des Nations Unies a été claire avec la célèbre phrase du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a dit que le monde a une obligation de coopérer, sinon nous allons périr. Ou nous coopérons, ou nous périssons. Donc de ce point de vue, il n'est pas question aujourd'hui de penser que c'est une espèce d'aumône ou une mendicité de la part des pays africains, mais les pays africains tiennent aujourd'hui l'humanité entre les mains par l'entremise du bassin du Congo, y compris aussi les pays de l'Amérique centrale, disons les pays de l'Amérique du Sud, notamment le Brésil, même si on reconnaît aujourd'hui que la forêt de l'Amazonienne a subi d'importantes dégradations, mais qui demande par exemple une politique de reboisement à outrance. Et cette politique de reboisement doit être mise au niveau par exemple des pays du bassin du Congo. Et donc il faut revoir à la hausse les 100 milliards de dollars, mais encore faut-il que ces 100 milliards de dollars qui ont été décidés lors de la COP 26 à Paris, non, 25 alors. 25 à Paris et puis renforcé à Glasgow en Écosse. Mais les pays industrialisés ont décidé de mettre la main à la poche, mais les 100 milliards de dollars jusque-là n'ont pas été payés. Je pense qu'on est autour de 80 milliards de dollars. Donc il faut revoir cette somme à la hausse et il faut payer cette somme à temps parce que c'est bien sûr des pays qui polluent moins, qui détruisent moins l'environnement, mais qui sont véritablement qui subissent les dégâts collatéraux de la dégradation de l'environnement. Alors, Jonathan Toutoum-Gom, lors de cette COP 27 qui se déroule à Sharm el-Sheikh en Égypte, le président gabonais, dont on reconnaît le leadership dans le domaine de la préservation de l'environnement, la protection de la nature, les questions liées au climat, Ali Bongo Ondimba a rappelé à l'ensemble de ses pairs qu'il y a nécessité de véritablement se bouger pour réduire l'écart qu'il y a entre la planification et la mise en œuvre des résolutions qui ont été prises notamment lors de la COP26 à Glasgow en Écosse. Pour le président gabonais, il faut véritablement sauter le pas pour que les pays les moins pollueurs mais les plus affectés par les changements climatiques puissent réellement être accompagnés financièrement par ces pays pollueurs. Non, mais c'est vrai, la position du président Ali Bongo est claire parce que tout le monde constate un décalage entre d'un côté les résolutions qui sont adoptées, qui sont proposées à adopter lors de chaque sommet de préservation de l'environnement, entre les résolutions proposées, adoptées et finalement leur application. Il y a un décalage. Et le cri de cœur du président Ali Bongo est clair, il faudrait que nous appliquions ce que nous avions décidé. Parce que d'un côté, il y a les pays du G7 ou du G10 qui sont des pays pollueurs, alors que l'impact est beaucoup plus ressenti au niveau des pays en développement. Et de ce point de vue, il est normal, il faut même faire appel à la moralité et à l'éthique de l'environnement pour que le principe pollueur-payeur soit adopté et soit appliqué. C'est tout simplement ça. D'accord. Alors, dans cette foulée donc de l'organisation de cette COP 27 consacrée au climat et à la biodiversité,
Il y a donc eu cette annonce faite par Emmanuel Macron, le président de la France, et Ali Bongo Ondimba, le président de la République du Gabon, pour faire l'annonce à la face de l'humanité de l'organisation du One Forest Summit au mois de mars prochain à Libreville, donc sommet co-organisé par le Gabon et la France. Tout de suite après, il y a eu une sorte de levée de bouclier, de tollé au sein de la classe politique gabonaise, avec la réaction de certains leaders, notamment de l'opposition, dont Hugues Alexandre Barrot Chambrier, le RPM, son parti politique, qui a estimé dans une déclaration qu'Emmanuel Macron, en annonçant à la face du monde qu'il serait à Libreville au mois de mars pour ce sommet consacré à la biodiversité, au climat, était en train de légitimer le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba, que ce serait une manœuvre dangereuse, quelques mois avant l'organisation d'une élection présidentielle au Gabon, alors que dans la même déclaration, le RPM reconnaît l'enjeu vital que représente la préservation de l'environnement et l'apport du Gabon dans cette politique mondiale visant à préserver l'environnement. Comment comprenez-vous justement cette réaction paradoxale du RPM par rapport à cet enjeu lié au climat? Bon, vous savez, le professeur Chambrier, c'est comme ça que je l'ai toujours appelé. Le professeur Chambrier est quelqu'un dont j'ai toujours apprécié la pondération. Et je pense que la position de son parti politique peut étonner plus d'un. C'est vrai qu'on est face à un enjeu politique, l'élection présidentielle en ligne de mire, en principe en août 2023. Mais en même temps, on ne peut pas occulter l'enjeu vital qu'est la préservation de l'environnement, parce qu'on évite à ce que qu'il y ait entre griffes un certain adoubement du président Bongo. Je ne sais pas si c'est le président Macron qui viendra légitimer le pouvoir d'Ali Bongo. Il faut quand même dire que le président Ali Bongo est au pouvoir depuis bientôt 14 ans et que d'abord il y a eu un premier mandat. Bon, nous sommes à la fin du deuxième septennat. Je ne sais pas de quelle légitimation il peut s'agir lorsqu'on est à la fin d'un septennat. Légitimer un pouvoir signifie que ce pouvoir est reconnu par la population. C'est ça la légitimité. La légitimité, c'est lorsqu'un pouvoir est reconnu par le peuple. Or, il me semble qu'Ali Bongo a été déclaré vainqueur de la dernière élection présidentielle. Nous sommes en 2016. Donc, de ce point de vue, il y a cette question de légitimation de son pouvoir. Est-ce que vous comprenez le rapport qui est fait entre l'organisation de ce sommet et la présidentielle? Où est le rapport? Non, moi je ne pense pas qu'il y ait un rapport. Un État ne cesse pas de vivre parce qu'il y aura des élections. Il est évident que l'État a des engagements vis-à-vis de ses populations, vis-à-vis aussi du concert des nations. C'est ce qui fait même l'essence de l'État. D'abord la population, le territoire, le pouvoir et puis la souveraineté internationale. Les 4 éléments qui constituent l'État. Donc, de ce point de vue, le Gabon est inscrit dans le concert des nations. Et on est face à un enjeu, je vous l'ai dit tout à l'heure, un enjeu vital, la question de la préservation de l'environnement. Ça doit être un honneur, quel que soit les divergences politiques que nous avons à l'intérieur, mais je pense que lorsque le monde entier confie à notre pays l'organisation d'un sommet aussi capital où le Gabon est engagé, parce que le Gabon fait partie des 9 pays d'Afrique centrale qui sont concernés par la forêt du bassin du Congo. Et lorsqu'on donne l'organisation d'un tel sommet au Gabon, je pense que c'est tout à l'honneur de notre pays de pouvoir abriter de tels sommets. Et de ce point de vue, tous les bords politiques devraient peut-être avoir une concertation pour que le Gabon, pour que le président Ali Bongo, qui parle au nom du Gabon, au nom des Gabonais, parle d'une seule voix. Parce qu'il n'est pas seulement le président des PDG, il n'est pas seulement le président de la majorité présidentielle, il est le président des Gabonais et le président du Gabon. Et de ce point de vue, c'est la voix du Gabon qui sera entendue et c'est la voix de l'Afrique centrale, la voix du bassin du Congo qui sera entendue au cours d'un tel sommet. Donc, je pense qu'au-delà des divergences politiques que nous pouvons avoir à l'intérieur du pays, nous devons faire en sorte que lorsque notre pays a eu l'honneur d'organiser ce genre de forum, ce genre de sommet, eh bien, il faut que les Gabonais se serrent les coudes pour que l'image du Gabon soit préservée au niveau extérieur. Et de ce point de vue, je peux comprendre la peur qui est celle de certains leaders de l'opposition en pensant qu'un président français
qui n'a plus jamais mis les pieds au Gabon, vienne à quelques mois de l'élection présidentielle. Ça peut se comprendre peut-être sur le plan politique, mais sur le plan de l'intérêt supérieur de l'État, je pense que les Gabonais devraient parler d'une seule voix quand il s'agit d'engager notre pays au niveau de tels enjeux qui appellent donc, je pense, une certaine concorde par rapport aux enjeux capitaux que constituent aujourd'hui les questions de la protection de l'environnement, les questions de l'amélioration des conditions de vie des populations, les questions de la sécurité, les questions de l'intégrité du territoire. Je pense que toutes ces questions doivent faire appel à l'unisson pour tous les fils de ce pays. Et justement, dans sa déclaration, le RPM estime que le prochain sommet, donc le prochain One Forest Summit, est une sorte d'enfumage. Ça veut dire que pour ce parti de l'opposition, ce sommet n'a aucun intérêt. Or, depuis le début de l'émission, vous êtes en train de mettre en relief les idées forces qui prouvent aujourd'hui que les questions liées au climat et à la biodiversité sont plus qu'un enjeu capital, vous l'avez dit, sont plutôt un enjeu vital pour l'humanité. Ça tombe de sens finalement. Bon, mais je pense que les partis politiques de l'opposition au Gabon peuvent avoir l'interprétation qu'ils veulent de chaque situation. Mais il est évident que le bon sens doit nous interpeller. On ne peut pas réunir autant de chefs d'État et de gouvernement à Sharm el-Sheikh en Égypte et penser que c'est de l'enfumage. Est-ce que la question de la dégradation de l'environnement n'est pas visible à nos yeux? Point d'interrogation. Est-ce que les pays africains aujourd'hui ne sont pas impactés par les changements climatiques et le réchauffement climatique? Point d'interrogation. C'est à eux d'apprécier. Il ne faut pas apprécier comme une espèce de tiroir parce que peut-être c'est le président Ali Bongo qui est au pouvoir aujourd'hui et que finalement tout ce qu'il peut organiser relève de l'enfumage. Je ne vois pas cet enfumage. Lorsque j'ai regardé ce matin, hier soir, le président américain Joe Biden a pris son avion pour se rendre à Sharm el-Sheikh en Égypte. C'est quand même la première puissance du monde. L'Égypte est devenue la capitale mondiale. Sharm el-Sheikh est devenue la capitale mondiale parce que se réunissent là-bas les chefs d'État et de gouvernement avec des délégations importantes pour débattre de l'avenir de la Terre, pour débattre de l'avenir de notre planète. Et de ce point de vue, je ne pense pas qu'une partie de cette délégation qui se rendrait au Gabon au mois de mars viennent à Libreville pour de l'enfumage. Il y a une question d'une importance vitale qui fait appel à une certaine pondération, à une certaine modération dans l'appréciation que nous pouvons avoir en fonction de nos divergences politiques. Et de ce point de vue, je pense que les partis politiques de l'opposition n'ont pas raison de croire que ce sommet qui va s'organiser au Gabon est sur le plan politique une façon d'adouber Ali Bongo qui jusque-là pour l'instant parle au nom du Gabon en mettant de côté les questions de politique intérieure, mais surtout en regardant l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt supérieur du bassin du Congo, l'intérêt supérieur du continent africain qui est véritablement impacté par la dégradation de l'environnement et les changements climatiques. Alors comment comprendre, quand on observe l'endorno politique national, qu'il y a comme une forme d'atonie qui gagne ou qui a gagné les rangs des acteurs politiques de l'opposition gabonaise sur ces questions liées à l'enjeu climatique dans le monde et au Gabon particulièrement? On a l'impression que les acteurs politiques de l'opposition notamment estiment que cette question est une question qui relève plus de l'exécutif, donc du parti au pouvoir, et son président Ali Bongo Ondimba, quand on a du mal à avoir une idée précise sur l'offre des partis de l'opposition, sur la posture des partis de l'opposition sur ces enjeux climatiques. Comment comprendre cette situation? Quand on regarde par exemple ce qui se passe dans les pays de grande démocratie, comme la France, pour ne parler que de ce pays qui est notre ancien pays colonisateur que nous connaissons quasiment dans le détail. Alors, on remarque que les partis de l'opposition, ou les partis de l'opposition en général, ont des idées bien précises, bien élaborées sur la question climatique, leurs leaders sont régulièrement en train de donner le change à Emmanuel Macron et à son gouvernement sur les politiques qui sont élaborées par Emmanuel Macron pour engager la France dans le domaine de la préservation de l'environnement en rapport avec le changement climatique. Pourquoi est-ce qu'au Gabon, on ne voit quasiment jamais les partis de l'opposition ou les leaders de l'opposition s'intéresser à ces questions climatiques, mettre en relief justement leur
leur politique, leur vision de ces questions climatiques? J'ai du mal à parler au nom... non, enfin, je demande... J'ai du mal à parler au nom de l'opposition, mais je pense que c'est quand même une carence, oui. Je disais que j'ai du mal à parler au nom de cette opposition parce que je pense qu'ils ont bien des porte-paroles qui pourraient venir s'exprimer ici. Mais on peut toutefois regretter que les partis politiques de l'opposition ne prennent pas position lorsqu'il s'agit des questions d'intérêt vital. Un parti politique ne se résume pas seulement à la préparation des élections, encore qu'en préparant des élections, les électeurs doivent pouvoir vous interroger sur chaque pan de la vie de la nation, sur chaque pan de la vie du continent. Et le constat que vous faites est réel. Ces partis politiques de l'opposition prennent rarement position quand il s'agit de ce genre de questions. Alors que dans d'autres pays, on voit des partis politiques de l'opposition qui font des propositions pour des questions qui engagent la vie de la nation. Des propositions concernant, par exemple, les questions d'immigration, les propositions concernant les problèmes liés au changement climatique, les propositions même concernant la dégradation des conditions économiques et sociales des populations. Mais on voit rarement les partis politiques de l'opposition au Gabon prendre position, faire connaître leur position par rapport à telle ou telle thématique qui engage la vie de la nation ou qui engage la vie du monde. Est-ce que c'est une carence de la part peut-être de leurs militants? Est-ce que c'est une volonté de ne pas vouloir faire connaître cette position par rapport à leur projet de société quand il y en a? Et encore faut-il savoir s'il y en a. Donc, de ce point de vue, c'est quand même une erreur à corriger de la part de notre opposition. C'est-à-dire, une opposition se veut être aussi responsable, c'est-à-dire une opposition qui fait entendre sa voix non seulement pour dégager le pouvoir en place, mais aussi pour proposer des esquisses de solutions à telle ou telle situation, à tel ou tel problème. Nous sommes face à un enjeu vital. Les pays africains sont impactés par le changement climatique. Que pensent les partis d'opposition? Je pense que même le pouvoir, dans certains pays, le pouvoir pourrait aussi s'inspirer des propositions venant d'une opposition. Moi, j'ai vu en France, alors que les Michel Rocard étaient dans l'opposition, Nicolas Sarkozy n'avait pas hésité à créer une commission Rocard, une commission TED, une commission Balladur, pour avoir les avis de l'opposition, ce que l'opposition pense. Et je pense que quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, et lorsque une idée est bien énoncée et qu'on voit que cette idée est crédible, le pouvoir ne peut pas hésiter à prendre en considération les propositions faites par une opposition. Donc de ce point de vue, je pense que c'est quand même une carence et que nos compatriotes de l'opposition devraient comprendre qu'en dehors des élections, la vie des partis politiques s'anime aussi par des thématiques débattues. Pas peut-être dans la condescendance, mais au moins dans le sens de faire en sorte que les avis de l'opposition soient pris en compte par le pouvoir, qui peut les appliquer, parce que les questions d'ordre climatique, par exemple, ne concernent pas seulement ceux qui sont au pouvoir, mais ça concerne toute l'humanité entière. Jonathan Tontoum-Ngom, donc co-organisation du One Forest Summit par le Gabon donc et la France au mois de mars prochain à Libreville, capitale gabonaise. Ali Bongo Ondimba et Emmanuel Macron ont donc annoncé Ali Bongo Ondimba, dont on ne sait pas s'il sera candidat à la prochaine élection présidentielle. Mais vous, en tant qu'observateur de la vie politique gabonaise, en tant que spécialiste de ces questions de politique et même de géopolitique, vous estimez que les populations devraient peut-être accorder des circonstances atténuantes à Ali Bongo Ondimba après son second septennat. Vous avez commis une sorte d'analyse, de chronique, notamment que vous avez partagé sur les différents réseaux sociaux. Il y a eu évidemment des réactions multiples entre ceux qui soutiennent votre point de vue et ceux qui la balayent d'un revers de main. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez commis c'est pas un brûlot, pourquoi vous avez commis cette analyse? mais je pense que ma position d'enseignant-chercheur d'université, je dois susciter le débat au sein de la société. En dehors de mes positions politiques, il faut susciter le débat, il faut que les Gabonais débattent. Toute démocratie ne vaut que s'il y a un débat. La démocratie, c'est un échange d'idées. Alors moi, j'ai constaté que depuis un temps,
les gens, enfin une certaine opinion, parlent de bilan, le bilan du président Ali Bongo au cours de ce deuxième septennat finissant. Et je me suis posé la question de savoir que lorsqu'on parle de bilan, on voit d'abord la linéarité, sinon l'homogénéité du déroulement des mandats. Or, il se trouve que je suis non seulement enseignant-chercheur, mais acteur politique. J'ai quand même pris part, j'ai siégé au sein du gouvernement à l'entame de ce mandat, notamment après les accords d'Agongé, le gouvernement formé le 21 août 2017 par le feu Premier ministre Issou Zengondé. Ben, j'ai pris part à ce gouvernement et j'y ai siégé pendant 2 ans. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a eu un certain nombre de difficultés. Et il faut qu'on apprenne à dire la vérité aux Gabonais. Parce que si nous allons à une élection et que nous faisons comme si tout était allé pour le meilleur, tout était allé mieux pour le meilleur du monde, on est obligé de se justifier face au bilan que le peuple nous demande. Mais en allant face aux électeurs, opposition comme majorité confondue, l'opposition demandera le bilan, c'est son rôle. L'opposition demandera à ce que les comptes soient faits. Il faut une reddition des comptes. Mais en même temps, ceux qui ont eu la gestion du pouvoir peuvent dire oui, le bilan est mitigé. Si vous un bilan est un bilan, hein. On peut le juger positif ou négatif en fonction des réalisations qui ont été faites. Mais il faut avoir le courage de dire aux gens, ce mandat n'a pas été des plus homogènes possibles. Il y a eu des problèmes en interne comme à l'extérieur. En interne, par exemple, lorsque le président Ali Bongo est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle de 2016, s'ouvrent en même temps des contestations qui se sont terminées par des violences post-électorales. Donc, après avoir prêté serment, le président Bongo tend la main à l'opposition, enfin convoque des négociations politiques qui s'achèvent par les accords d'Agongé. Mais ces négociations, je sais de quoi je parle, je ne cite pas les noms des contemporains, alors que je me trouve à Brazzaville, juste après cette élection, ben je reçois des coups de fil des acteurs politiques de la majorité et de l'opposition qui pensent qu'il va falloir négocier. Et je reviens, je regagne Libreville dans la foulée. On entame d'abord des négociations de manière privée. Et ces négociations vont durer quasiment pendant 1 an. Pendant 1 an, parce qu'il faut, au président déclaré vainqueur, il lui faut stabiliser la situation sociopolitique du pays pour bien gouverner. Mais les négociations durent quasiment 1 an, entre fin 2016 et quasiment fin 2017, sinon en mi-2017. Donc vous voyez que sur un mandat de 7 ans, c'est déjà 1 an qui se perd, c'est-à-dire c'est déjà 1 an de perdu, parce qu'il faut que nous stabilisions la situation du pays. Bien. À partir de ce moment, nous entrons en 2018. 2018, il faut donc organiser les premières élections couplées, législatives, locales, qui doivent être organisées avec l'application des accords d'Agongé. Et c'est malheureusement entre les 2 tours des législatives, nous sommes le 24 octobre 2018, que le président de la République subit le sort qu'il a subi. Il tombe malade. Le président est resté malade entre les soins, la convalescence et la rééducation. Ça a duré environ 2 ans. C'est vrai, il a fait des apparitions, il est revenu au pays le plus souvent. Je pense à cette arrivée le 19 mars 2019, nous étions allés l'accueillir à l'aéroport. C'était la première fois que le président arrivait. Et donc, de ce point de vue, il y a eu 2 ans de perdu pour le président de la République. Il faut préciser dans ces 2 ans qu'il y a eu évidemment cette rélecture de la Constitution de la République pour stabiliser les institutions. On a dû faire des ajouts au niveau de la Constitution pour disons, pour pallier au plus précis sur la carence en cas de vacances temporaires du pouvoir. Donc, après là, à peine on se relève de ces 2 ans de convalescence du président de la République, que le monde entier est mis à genoux par la Covid-19. Quelles que soient les institutions qui fonctionnent dans un pays, quelle que soit la majorité parlementaire que vous pouvez avoir, mais lorsque les usines
ferme, lorsque, parce que le pétrole ne se vend plus, que certaines sociétés pétrolières mettent la clé sous le paillasson, lorsque les commerçants, les prix augmentent, vos institutions qui fonctionnent, votre majorité parlementaire ne peut rien faire face à cela. Ce sont des cas d'imprévisibilité, c'est des cas de force majeure. Et après, aujourd'hui, on est face à la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine aurait dû permettre, par exemple, aux pays producteurs de pétrole comme le Gabon, de remplir les caisses parce que les prix du pétrole ont augmenté, mais sauf que face à la montée des prix des denrées agricoles d'importation comme le blé, comme l'huile qui manque aujourd'hui, eh bien, on est face à ces cas de force majeure-là qui m'ont fait poser la question de savoir est-ce que le président Ali Bongo a eu un mandat tranquille? Est-ce qu'il a vraiment gouverné? Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là. Je ne dis pas qu'il n'était pas là. Bon, mais vous savez, M. Pambou, moi, je suis responsable de ce que j'écris. Mais je ne suis pas responsable de ce que certaines personnes lisent et comprennent. Ça veut dire que si moi je écris 6, et si M. Pambou vient lire en disant, en comprenant que c'est 9, je ne peux rien faire pour vous. Il vous faut vous adresser peut-être au bon Dieu pour réparer vos mécanismes de compréhension. Donc de ce point de vue, si les gens, si une certaine opinion, ou bien certains qui m'attaquent, notamment mes anciens compagnons de l'opposition, s'ils m'attaquent sur ces faits, ils font même jusqu'à l'injure. Vous savez, j'ai du mal à répondre par l'injure parce que, dans un débat politique d'idées, on ne répond pas par l'injure. C'est la preuve d'un manque d'idées et c'est la preuve d'une éducation inachevée. Lorsque pour un débat d'idées, vous en arrivez jusqu'aux injures, ça veut dire que vous manquez. Moi, je ne rentre pas dans le jeu des injures. Je dis, il faut qu'on m'attaque sur des éléments que j'ai relevés et qui prouvent que ce mandat n'a pas été des plus tranquilles. Est-ce que nous n'avions pas eu des négociations d'Agondje qui se sont étalées pendant 1 an? Point d'interrogation. Est-ce que le président n'est pas tombé malade, ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, le pays a quasiment tourné au ralenti pendant 2 ans? Est-ce qu'il n'y a pas eu de Covid-19 qui a mis toutes les économies du monde entier à genoux? Parce que je veux rappeler que la gestion du Covid-19 a contribué au départ de certains présidents du pouvoir. Le président Trump, avec la gestion de Covid-19 aux États-Unis d'Amérique, a eu comme facteur de sa débâcle à cause de sa gestion du Covid. Le président Bolsonaro, qui vient de partir du pouvoir au Brésil, qui va partir du pouvoir au Brésil aussi, je pense que les électeurs brésiliens lui ont reproché sa passivité dans la gestion de la crise à la Covid. Et donc, le Gabon, qui a eu des dizaines de morts, mais dont on a loué les efforts du gouvernement pour la gestion du Covid, c'est des événements qui ont eu lieu et c'est des événements qui ont émaillé le bon déroulement de ce mandat. Et donc, de ce point de vue, je veux qu'on m'attaque là-dessus si ces événements que j'ai relevés n'ont pas eu lieu. Et si ça n'a pas entravé certains pays, ça n'a pas entravé le bon déroulement des mandats de certains présidents. On vous attaque surtout sur le fait, selon vos détracteurs, que vous ayez volontairement fermé les yeux sur ce que vos détracteurs estiment être les limites du second septennat d'Ali Bongo Ondimba, consacré notamment aux questions sociales. On dit que vous avez fermé volontairement les yeux. Oui, l'autre question est de savoir, est-ce qu'avec de tels événements qui ont émaillé le déroulement normal de ce mandat, est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu faire mieux? C'est ça aussi l'autre question. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu faire mieux face à ces cas d'imprévisibilité, face à ces cas de force majeure? Donc, de ce point de vue, moi, je pense que lorsqu'on est face à ces cas de force majeure, mais M. Pambou, ça aurait été vous, j'aurais demandé des circonstances atténuantes pour vous, pour qu'on dise, peut-être que si tout s'était passé normalement, M. Pambou n'aurait pas eu de mauvais résultats. Telle est ma position. Non, ça veut dire que vous reconnaissez qu'il y a des mauvais résultats, c'est ça? Non. Je dis, il y a des choses qui auraient dû être faites, mais qui ne l'ont pas été. Mais il y a aussi d'autres choses qui ont été faites. Mais vous savez, lors du premier mandat, il y a eu plus d'établissements scolaires, secondaires, construits lors de ce mandat que lors du premier mandat, qui s'est déroulé normalement. Donc, il y a eu des choses qui ont été faites. Dans le bilan, nous avons la faiblesse de ne voir que ce qui n'a pas été fait. Dans un bilan, on a la faiblesse de ne voir que ce qui n'a pas été fait. Mais on relève rarement ce qui a été fait, M. Pambou. Il y a quand même eu 3 grands centres de formation professionnelle qui ont été construits à Ancoque, à Franceville, à Port-Gentil. Multisectoriel. Il y a centre de formation multisectoriel. Il y a la route, centre de formation professionnelle. Oui, multisectoriel. Multisectoriel en plus. Donc il y a
la nationale 1 qui est en train de se faire. J'ai lu récemment qu'il y a eu la signature des conventions avec 3 ou 4 sociétés qui vont refaire le réseau routier. Il y a des choses qui ont été faites, peut-être qui ne l'ont pas été à l'espérance, en fonction de l'espoir placé par les Gabonais. Mais il y a des choses qui ont été faites. Ayons le courage de reconnaître certaines choses qui ont été faites, même si nous jugeons ces choses, ces réalisations insuffisantes. Mais en jugeant l'insuffisance de ces réalisations, nous devons aussi voir la non-homogénéité du déroulement de ce mandat avec tous les cas de force majeure, tous les incidents qu'il y a eu. Donc, tous les cas d'imprévisibilité qu'il y a eu, Covid-19, actuellement la guerre en Ukraine, la maladie du chef de l'État, les négociations d'Agongé, toutes choses qui peuvent entraver le bon déroulement des mandats. Alors, le constat qui est également fait par les observateurs, oui, c'est cette espèce finalement de résilience de l'économie gabonaise, c'est-à-dire que avec les points sombres que vous avez relevés dans votre analyse, la situation aurait pu être plus dramatique pour le Gabon, mais la robustesse finalement de l'économie, grâce aux politiques qui ont été menées, notamment en termes de diversification de cette économie, a fait en sorte que le Gabon arrive finalement à amortir avec beaucoup de réussite ces différentes crises-là. Ça veut dire que l'orientation qui avait été donnée depuis le premier septennat d'Ali Bongo Ondimba avait été bien pensée, qu'aujourd'hui, de façon progressive, on est en train de, même par dose homéopathique, on est en train de récolter les fruits. Bon, voilà, mais nos détracteurs aujourd'hui ne le reconnaissent pas, ne le relèvent pas, que le Gabon a quand même une économie résiliente qui, au-delà de la dépréciation des prix des matières premières, notamment la détérioration des termes de l'échange, c'est-à-dire la fluctuation du dollar, de l'euro, enfin les principales monnaies de change internationales, au-delà de la tendance baissière à un moment donné des prix du pétrole, le Gabon a su se tenir. Le Gabon a su se tenir, notamment grâce à la diversification de l'économie. C'est vrai que tout n'a pas été réussi à 100%. C'est aussi vrai qu'il y a eu parfois des abus au niveau de certains compatriotes sur qui le chef de l'État a placé sa confiance. On a parlé de la distraction des fonds publics par un certain nombre de compatriotes. Mais il faut quand même qu'on reconnaisse que ce mandat n'a pas été des plus tranquilles. C'est ce que je m'évertue à démontrer par des éléments que j'ai identifiés. Bon, c'est normal. Je pense qu'il y a une certaine idée qui est en train de se propager dans ce pays. C'est que lorsque vous êtes dans l'opposition, vous êtes quelqu'un de brillant. Si vous êtes au chômage, vous êtes dans la diaspora, vous êtes dans l'opposition, vous êtes brillant. Mais dès que vous prenez fait et cause pour le pouvoir, vous devenez nul. Et c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Hier, quand j'étais dans l'opposition, chacun pensait que j'étais brillant, que ce que je disais était fondé. Mais le fait de prendre une autre orientation, le fait de prendre une autre adaptation politique, de m'adapter autrement politiquement aussi, on pense aujourd'hui que je suis un intellectuel de pacotille, mais à ceux-là, moi je dis, si être intellectuel était un crime, je les aurais innocentés pour insuffisance de preuves. Donc voilà le problème. Qui a dit à certains Gabonais que parce qu'ils sont dans l'opposition, ils sont dans la diaspora, oui, parce qu'ils sont au chômage, ils sont forcément plus brillants que ceux qui sont dans le pouvoir, qu'ils considèrent comme des idiots. Alors, cette considération-là ne passe pas avec moi. On est quasiment 9 mois, on va dire, de cette élection présidentielle de 2023. Quand vous regardez le ton qui est donné aujourd'hui, est-ce que vous mesurez le niveau de l'adversité ou le côté âpre de la bataille entre griffes sur le terrain? Je pense qu'il n'y a pas encore de ton donné parce qu'il n'y a même pas encore de candidat officiellement déclaré. Certains se sont déclarés candidats. Oui, bon, je sais qu'il y a mon frère Onian Gervais qui est candidat, qui a fait acte de candidature. Il y a Meunier Jean-Robert qui est candidat. Il y a l'ancien vice-président Maganga Moussavou. Ouais. Bon, je n'ai pas encore lu la déclaration du professeur Chambrier, mais on sait que son parti est un des plus actifs sur le terrain. Mais je pense que le ton qui est donné, souvent lorsque
le candidat du parti au pouvoir est donné, c'est là où le ton sera véritablement donné. Mais pour l'instant, on assiste à quoi? À des gens isolés derrière leur clavier de téléphone qui s'amusent à penser qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Mais le vrai débat démocratique se passe de manière publique, ouvertement. Et moi, je me dis, si quelqu'un veut m'attaquer sur les idées que moi je défends, sur les idées que j'ai annoncées pour dire voilà le déroulement du mandat, j'ai en plus l'avantage d'avoir été membre du gouvernement, donc un peu au fait de tout ce qui s'est passé. Mais je souhaite que quelqu'un me demande un débat télévisé public pour qu'on en débatte. Je lui poserai tout simplement des questions. Est-ce que nous n'avions pas eu des négociations d'Agodje? Et je suis bien à l'aise d'en parler parce que j'ai été co-rapporteur de l'opposition à ce dialogue d'Agodje. Et pendant un an, je sais comment nous avons commencé des négociations avant même que le grand public ne soit informé, et je sais comment nous avons terminé ces négociations. Que répondez-vous, Jonathan Toutongom, à vos détracteurs qui estiment que ce sont peut-être, ce sont les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition au Gabon, qui ont favorisé cette espèce de défiance qu'il y a entre certaines populations et la politique, le rapport finalement de dégoût qu'il y a entre certaines populations et les acteurs politiques du fait justement de cette espèce de yo-yo que vous faites. Vous venez de rappeler évidemment que vous avez une nouvelle orientation politique, ça veut dire qu'il y avait une ancienne, vous étiez dans l'opposition, vous êtes aujourd'hui dans la majorité, il y a d'autres acteurs politiques et pas de moindres qui sont coutumiers du fait, je veux parler de Pierre Claver Manganga Moussavou, de Maître Louis Gaston Maïla par exemple. Est-ce que ce yo-yo là ne fait pas en sorte que les cartes soient brouillées, que finalement bon, on se perd un peu? Non, ou bien c'est dans l'ordre normal de choses, puisque en politique, la ligne droite n'existe pas. Je pense que c'est la meilleure définition. En politique, la ligne droite n'existe pas. Pour partir d'un point A à un point B, vous êtes obligé parfois de passer, vous êtes obligé parfois de courir. Si du point A au point B, en ligne droite, c'est 5 km, mais en politique, on peut vous dire de faire d'abord 35 km pour arriver au point B. Ceci pour dire il n'y a pas, je pense, il n'y a pas une espèce de yo-yo. Il y a pour les acteurs que vous avez cités peut-être des questions d'adaptation politique. Mais en même temps, pourquoi penser qu'il n'y a que ceux-là qui font le yo-yo politique? Mais l'opposition, aujourd'hui, on peut aussi dire que l'opposition n'est pas faite de ces acteurs d'origine. L'opposition aujourd'hui n'est pas animée par ces acteurs d'origine. Qui sont ceux qui animent l'opposition aujourd'hui? Ce sont ceux-là qui portent la responsabilité de l'état actuel du Gabon. Ça aussi, je n'ai pas peur de le leur dire. Et que si nous nous retrouvons en face d'un débat, soit radio-diffusé ou télévisé, je leur dirais que j'ai été même mal à l'aise dans cette opposition de constater que ceux qui ont mis le Gabon dans cet état viennent aujourd'hui se réfugier dans l'opposition. Pourquoi on n'a pas parlé de yo-yo? Ceux qui animent les partis politiques de l'opposition, des acteurs qui m'ont insulté là, mais on peut leur demander des comptes. C'est eux qui étaient là hier, qui ont mis le Gabon dans cet état. Moi, je n'étais pas là lorsqu'on a modifié la Constitution de 1990, lorsqu'on l'a modifiée pour annuler la question de la délimitation des mandats. Ce sont eux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, qui étaient aux affaires hier. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on s'est drapé, on s'est couvert d'un drap estampillé opposition, qu'on est absous de tous les péchés qu'on reproche à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Qui sont ceux qui étaient là entre 1970, 1980 et 1990, qui étaient là jusqu'en 2009. Ce sont des acteurs qui animent l'opposition aujourd'hui. Donc le yo-yo, ce n'est pas seulement ceux qui parlent de l'opposition pour aller au pouvoir. Le yo-yo aussi, ce sont ceux qui parlent du pouvoir pour aller se cacher dans l'opposition. Et moi, disons, l'éthique politique qui est la mienne, je peux être très mal à l'aise de constater que je fais chemin avec quelqu'un qui vient crier que le Gabon est mal gouverné, alors qu'il est un des acteurs responsables de cette mauvaise gouvernance du Gabon pendant plusieurs années. Et ceux-là, je n'ai pas de leçon à recevoir d'eux. Mais justement, cette pratique, on a l'impression que cette pratique est finalement une pratique bien établie en République gabonaise, notamment en ce qui concerne la démocratie gabonaise. Est-ce que c'était une... Enfin, j'ai envie de dire, est-ce que c'est devenu finalement une marque de fabrique gabonaise? On posait la question à un autre grand leader gabonais, le père Paul-Mba Bessol, qui a été le leader de l'opposition dans les années 90. On lui disait qu'il était un homme politique versatile et qu'il disait, bon, ben, pour justifier sa posture, et qu'il disait que, bon, ben, écoutez... La politique est comme une partie de chasse. Des chasses, voilà. Non, mais moi je pense que personne n'a plus à porter dans le processus démocratique au Gabonais que Mba Bessol. C'est quand même Mba Bessol qui commence les négociations avec Omar Bongo alors qu'il est leader clandestin du Morena à Paris. C'est quand même Ali Bongo, André Mbaobam, Goyo Moussavou, Samuel Mbaye qui vont
chercher à négocier avec Mbabe Sall, donc qui pose les prémices de la démocratie que nous avons aujourd'hui. Donc je pense que ceux qui jugent Mbabe Sall aujourd'hui ont très peu de leçons, sont peu exemplaires pour pouvoir apporter un jugement de valeur à Mbabe Sall, qu'on traitait de versatile. Mais un homme politique, c'est aussi une capacité de s'adapter politiquement. Ben, il vous souviendra que même en France, il y a eu Bernard Kouchner qui a dû rejoindre le gouvernement de Sarkozy. Mais au Sénégal, avant que Abdoulaye Wade ne batte Abdou Diouf aux élections de 2000, Abdoulaye Wade a été ministre d'État d'Abdou Diouf à 3 reprises. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller aux élections contre Abdou Diouf et de le battre pour une 2e ou 3e tentative aux élections. Donc c'est une question d'adaptation politique. Et donc je ne pense pas que le Gabon soit le seul. Jonathan Toumgom, on peut compter ce genre de fait-là sur le doigt des mains. Non, mais non, pas sur le doigt des mains. Moi, votre émission est chronométrée pendant un temps. Mais si vous me donnez le temps... Quels sont les acteurs politiques qui sont spécialistes de yo-yo en France? On sait que... Je ne sais pas ce que vous appelez yo-yo. Je sais que l'expression yo-yo, c'est par rapport... Jean-Luc Mélenchon. Je sais que l'expression de yo-yo... Si on doit parler aujourd'hui du leader du NUPES, Jean-Luc Mélenchon a une trajectoire qui lui est... qui est bien claire depuis des décennies, depuis des années. Il a gardé la même posture. Non. Non. Enfin, depuis des années. Non, Jean-Luc Mélenchon était d'abord parti socialiste. Oui, mais... Maintenant, il s'est radicalisé dans l'extrême gauche. Il y est. Donc, voilà, donc il a changé de position. Mais il s'est adapté, mais il n'est pas reparti. Mais il y a des gens qui partent pour vers les extrêmes, d'autres qui vont vers le centre. Mitterrand a fait la même chose. Oui, mais Mitterrand a été un acteur de droite. Il a été ministre de l'Intérieur autour des années 1950. Ce n'est qu'à partir de 1971, lors du congrès d'Épinay, que lui, il crée le Parti socialiste après le congrès d'Épinay en 1975. Il est resté jusqu'à sa mort. Cela n'empêche pas qu'il a été un ministre de droite autour des années 1954. Oui, mais il n'a pas fait le yo-yo. Mais le yo-yo, moi, vous savez, je suis un spécialiste des questions pétrolières. Je sais que l'expression yo-yo, c'est la fluctuation des prix du pétrole. J'ai du mal à l'adapter dans le contexte politique gabonais fluctuent justement en fonction des enjeux politiques, notamment des élections présidentielles. Vous avez cité l'exemple du président Magadon. Mais j'ai parlé de Maïa. Il était le PDG. Ensuite, il crée le POUP. Il parle de POUP, il revient au PDG, il parle du PDG, il reparle. Enfin, mais à un moment donné, invitez Maître Maïla à votre émission, il va vous expliquer pourquoi. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et vous savez très bien que ce que je suis en train de dire est fondé. À un moment, on se perd un peu. La lecture, la lecture est biaisée. Oui, la lecture peut être biaisée. Et d'ailleurs, on estime qu'aujourd'hui, au Gabon, les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, sont plus opposants par frustration que par conviction. Ah, ceux de l'opposition sont plus... Mais vous avez parlé des opposants qui, pendant plusieurs décennies, ont été dans le Mais cette opposition est animée aujourd'hui par les éminents pédégistes d'hier. Mais c'est à eux qu'il faut poser la question. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils reviennent dans l'opposition? Est-ce que l'idéologie du PDG a changé? Est-ce que leur bilan a été comme ça absous et que plus personne ne peut en parler? Mais c'est à eux. Et quand eux, ils veulent venir faire des leçons aux gens, alors que tout le monde sait qu'ils ont des dossiers parce qu'ils ont eu à gérer ce pays. Jonathan, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau des mines, que ce soit au niveau... Plusieurs acteurs de ce camp politique qui se dit de l'opposition aujourd'hui ont eu à gérer l'État. Et il ne faut pas qu'ils pensent que parce qu'ils se disent opposition qu'ils ont des leçons à donner. Votre conclusion? La conclusion, d'abord, l'organisation de ce sommet pour la préservation de l'environnement qui va se dérouler à Libreville est une victoire diplomatique importante pour le chef de l'État Ali Bongo. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'à un moment donné, lorsque le Gabon ne reçoit plus de chefs d'État étrangers, n'organise plus de sommets, on dit oui, le Gabon est isolé diplomatiquement, que la diplomatie gabonaise ne vaut plus rien. Mais maintenant que le président Ali Bongo et le président Macron arrivent à convaincre leurs pairs du monde, les chefs d'État et de gouvernement qui viendront à Libreville, on dit que c'est une forme d'adoubement du président Macron par rapport au président Ali Bongo à quelques mois des élections. Moi, je pense que c'est tout faux. C'est tout à l'honneur du Gabon d'organiser un tel sommet qui consacre un enjeu important, l'enjeu vital quant à la préservation de l'environnement. C'est tout à l'honneur du Gabon. Maintenant, par rapport à ceux qui pensent que je ne devais pas
commettre le poste que j'ai commis, c'est-à-dire en identifiant des difficultés qui ont émaillé le mandat du président Ali Bongo finissant. Moi, je leur demande tout simplement qu'on en débatte et que je leur pose une question de savoir si les événements que j'ai identifiés n'ont pas existé. Mais s'ils ont identifié, j'ai peut-être raison de penser que Ali Bongo est en droit de demander un autre mandat, puisque la Constitution le lui permet, puisque c'est le peuple seul qui peut juger de la possibilité ou pas pour Ali Bongo de continuer le bail. Nous sommes face à une démocratie. Il n'appartient pas à un acteur politique de dire à un autre « tu ne devrais pas se présenter ». Donc, de ce point de vue, la Constitution permettant donc à tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques de se présenter, la commission médicale étant là, les électeurs étant là, c'est à eux. Si Pambo veut se présenter à l'élection présidentielle, c'est à eux de dire, ben, écoutez, monsieur Pambo, nous vous sanctionnons parce que vous n'avez pas un bon bilan, ou bien nous vous reconduisons parce que votre bilan a été jugé positif. Il n'appartient pas à nous, acteurs politiques, de censurer les candidatures de X ou de Y. Merci Jonathan Toutoum-Ngom pour votre conclusion. Merci d'être passé dans l'émission Le Métronome. Ainsi se referme ce programme. Merci de l'avoir regardé et rendez-vous est pris dans les prochains jours. Merci. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.